La parole est à Monsieur François Cornu-Gentil, rapporteur pour avis de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées pour l'équipement des forces et la dissuasion, pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je ne reviendrai pas sur les commandes et livraisons qui ont été détaillées par Marguerite Lamour, Jean-Louis Bernard et Jean-Claude Violet à l'instant. Je voudrais plutôt me placer un peu dans une perspective sur quelques années, analyser l'effort sur les équipements qui a été conséquent et très important, signaler un peu dans le sillage de ce que vient faire Jean-Claude Violet les points de tension que l'on voit apparaître pour 2011 et encore plus peut-être pour 2012 et 2013, et conclure peut-être en proposant un certain nombre de pistes et voir comment vous réagissez face à ces pistes pour résoudre ces tensions que l'on voit poindre. Je crois que entre 2002 et 2007, et finalement de 2007 aussi à 2010, il y a eu moins rupture que continuité dans l'effort donné à la priorité pour les équipements. Je crois que notre pays a fait, pendant ces 7-8 années, des efforts considérables pour préserver les équipements dans un contexte budgétaire rendu encore plus difficile par la crise, mais qui a toujours été difficile en réalité. Je rappellerai les étapes de cet effort considérable. Il y a eu une première période qui a été vraiment d'essayer de s'opposer, de limiter tous les mécanismes de régulation budgétaire à laquelle on s'était tous les uns et les autres peut-être trop bien habitués sans réagir. C'était un combat de plusieurs années et qui a été plutôt gagné grâce aux efforts de tous, grâce aux efforts des ministres successifs, grâce aux efforts de la Commission de la Défense. Et je pense que c'est effectivement une bonne chose pour nos armées et pour les équipements. Il y a eu un combat très dur qui a été mené, qui a été gagné. Il y a eu un combat aussi qui s'est inscrit dans la continuité et qui était décisif pour les équipements et qu'on peut considérer comme quasi gagné. C'est effectivement l'effort qui a été fait sur la maîtrise des dépenses des OPEX, effort qui s'est accru évidemment au cours des 2 dernières années, mais qui a été engagé depuis un certain temps, et puis l'effort sur la budgétisation de ces OPEX qui devient, si je puis dire, normal. Là aussi, on avait trop longtemps accepté quelque chose d'anormal et c'était pas bon pour nos équipements. Après, il y a eu effectivement une réorganisation très forte, notamment sur les conseils de mon collègue Frobion, d'un certain nombre de ses suggestions, de l'export. Là aussi, on a réfléchi, on s'est organisé, on s'est mobilisé sur l'export, encore un geste fort sur les équipements. Il y a aussi tout un effort qu'on peut resituer dans la durée qu'on pourrait qualifier d'organisation de l'industrie de défense. GIAT est maintenant une vieille histoire, DCN qui devient des CNS. Aujourd'hui, toutes les rationalisations qu'on essaie de mettre en place dans les actifs entre Thales, Safran et MBDA. Donc on voit bien qu'il y a quand même un travail de fond qui s'effectue et qui permet de rationaliser toutes ces actions. Effort pour les équipements, c'est la réforme elle-même que vous avez engagée en 2008. L'objectif principal de la réforme, c'est de compacter le modèle pour avoir un modèle plus efficace où les équipements sont là. Donc la priorité, là aussi, a été intensifiée à l'égard des équipements. Et puis, face à la crise pouvait compromettre tout cela. On a eu une première année 2009 qui était très difficile et à la fois le plan de relance, l'autorisation de consommation des crédits de report a permis de maintenir le cap. J'insiste sur tout ça parce que voilà, c'est un effort continu, ancien, accentué y compris en période de crise et qui présente un bilan tout à fait considérable et satisfaisant. Et on est arrivé à un pic de consommation tout à fait exceptionnel pour les équipements qui s'est situé en 2009. Donc je dis qu'il faut à la fois se réjouir de ce pic de consommation exceptionnel de crédit et puis être néanmoins attentif à un certain nombre de points de tension que je vais évoquer. Les points de tension, eh bien, ils ont été mentionnés un certain nombre de fois tout à l'heure. Le premier, c'est évidemment les recettes exceptionnelles. Alors je crois qu'elles vont venir. Toute la question de savoir à quel rythme et pour quel montant, l'enjeu devient de plus en plus crucial. Tout le monde en est bien conscient. Là, on a eu des
une lutte contre les reports de crédit, enfin et la régulation qui se faisait à travers les reports de crédit. On a réussi à les consommer. Je pense qu'il y a un risque à nouveau de reconstitution peut-être de reports de crédit à horizon 2011-2012. Et là aussi, c'est à nouveau le spectre de la régulation qui peut peut-être revenir. Je vois la DAF qui dit non et j'espère avoir tort. Bien, j'espère. Après, on l'a mentionné aussi, le retour des intérêts moratoires, un certain nombre de signes qui montrent des difficultés. Mon collègue Noche a évoqué tout à l'heure le problème de Chorus. Moi, je pense que c'est un problème. Je ne suis pas du tout un coupeur de tête. J'estime qu'il y a quand même des responsabilités qui doivent être montrées dans cette affaire. Et voilà, donc je pense que une mission d'évaluation et de contrôle qui aurait un diagnostic et qui prendrait des décisions, ça ne me paraîtrait pas quelque chose de saugrenu. Je crois que ça serait utile à notre défense. Et puis, alors, il y a le débat sur la reconstitution ou pas d'une bosse. Alors, on ne va pas rentrer dans ces détails. En tout cas, on voit bien que le tuyau, il commence un petit peu à gonfler. Et on ne va pas rentrer dans des discussions sur les chiffres sur cette bosse, mais on voit bien qu'il y a quand même des interrogations. Et notamment, on le mesure dans le décalage, alors pour le moment modéré, mais qui peut s'aggraver d'un certain nombre de programmes majeurs. Décalage des commandes sur les MRTT, décalage peut-être sur Scorpion, pas encore important, mais qui pourrait peut-être le devenir, décalage sur SCOA 4, et puis décalage sur la rénovation du Mirage 2000. Donc on voit bien qu'on commence un petit peu à glisser à cause de toutes ces tensions. Alors, je crois que ces tensions, et c'est mon dernier point, nous obligent à réfléchir, à faire sans doute un certain nombre de choix, à ne peut-être pas attendre 2012 ou 2013, parce que c'est là que viendront les difficultés, et si on n'a pas envisagé maintenant la manière d'y résoudre, on sera dans le mur à cette époque. Et donc je crois que cette réflexion doit nous inciter, je dirais, à aller plus loin dans 3 domaines, et j'aimerais connaître votre réaction face à ces suggestions. Premier domaine où il faut aller plus loin, c'est la réforme. On a peut-être trop laissé entendre que la réforme en 2008, c'était effectivement tel format définitivement, tel nombre de bases. Je pense que la réforme, le moment est venu peut-être de réinciter dessus ou de le dire, c'est un processus qui doit se continuer. Je pense que quand on interroge effectivement le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de terre, ils sont, y compris sur leurs implantations, dans une étape. On dirait, je crois qu'il faut, y compris si on veut préserver les crédits, se poser un certain nombre de questions, montrer qu'on ira plus loin. Je crois qu'on peut aller aussi plus loin dans les fonctions, dans un certain nombre de fonctions centrales. Est-ce qu'on est prêt à assumer ce discours? Je crois que ce serait souhaitable pour ne pas susciter des faux espoirs et des nouvelles déceptions. Je crois qu'il y a une dynamique de la réforme à entretenir. Je crois qu'il faut aller plus loin dans la réforme, je l'ai dit, maintenant aussi plus loin dans nos choix capacitaires, nos choix de mutualisation et de complémentarité. Donc je me réjouis qu'on abandonne un petit peu des chimères d'Europe de la défense qui ne fonctionnaient pas. Je crois que le bilatéral est tout à fait, évidemment, avec nos amis britanniques, est tout à fait porteur d'espoir. Mais je dirais que cet accord bilatéral du 2 novembre avec les Britanniques, il est à la fois formidable, mais je dirais que c'est aujourd'hui un accord de diplomates, un grand accord de diplomates. Saint-Malo était un grand accord de diplomates. Comment? On a ouvert une perspective, qui est sans doute la seule. On a ouvert une perspective, il faut qu'il y ait derrière, très vite enclenché, avant la contrainte des années 2012-2013, très vite enclencher des crédits, des coopérations et des interdépendances qui passent un cap inéluctable. Je suis persuadé que si, en matière de coopération, on ne passe pas avec les Britanniques dans les 2 années qui viennent un cap irrémédiable, alors Saint-Malo est possible. Donc je pense que c'est vraiment décisif d'enclencher rapidement le drone, sinon on s'arrêtera au prédateur américain, d'enclencher rapidement le successeur de l'Eurofighter et du Rafale. Si on n'arrive pas à enclencher ça, je ne suis pas très sûr de la suite.
Dernier point où, semble-t-il, il faut aller plus loin. Là, je reprendrai tout à fait, je ne développerai pas parce que je reprendrai tout à fait les propos de mon ami Yves Romion, c'est effectivement le développement. On voit bien que sur le développement, la recherche, les études amont, on voit bien que sur l'export, c'est le seul point sur lequel je me permettrai de comploter Yves Romion, sur l'export, le transfert de compétences est de plus en plus important. Ça suppose un effort de recherche démultiplié, et je voudrais qu'on engage les choses là-dessus, et ce n'est pas réellement ce que l'on fait. Je voudrais simplement conclure sur le point de la dissuasion, pour dire que sur ce plan, on a passé tant dans le naval que dans l'aérien, que dans la simulation, des caps décisifs. On les a passés discrètement et avec un succès total, et il fallait le souligner. Merci. Merci. La parole est à monsieur